Bonjour à toutes et à tous. Il va être question aujourd'hui de sexisme. On va se poser la question sur le fait que le sexisme est-il de retour chez les jeunes? Une question clé avec des invités de qualité. Et nous sommes tous installés au NAPO à Nîmes qui nous accueille et que nous remercions. Cette émission sera diffusée, bien entendu, à Nîmes, Montpellier et Perpignan et elle pourra être retrouvée en podcast sur le site de Radio Aviva qui est très heureux d'aborder ces thèmes de société qui sont, on pense que c'est réglé, mais je pense que ça vaut la peine de se poser la question de temps en temps sur l'état du sexisme. Alors, les stéréotypes sexistes, on la vie dure. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a fait son 6e état des lieux sur le sexisme en France. La 6e fois qu'il voit comment avance cette question-là du sexisme. Je devrais dire comment cela recule. Alors, bien sûr, on parle souvent de sexisme à propos des violences, mais ça n'est pas du tout le seul problème. C'est que il est important à chaque fois de voir où sont les stéréotypes. La population, notamment les jeunes, est de plus en plus consciente des propos sexistes et que le fait que la tolérance vis-à-vis du sexisme diminue. Mais toutefois, le Haut Conseil à l'égalité constate que cette prise de conscience est parallèle au maintien des stéréotypes sexistes. Donc, mesdames, il y a du travail. Les stéréotypes dans cette même étude montrent que sur les réseaux sociaux, les stéréotypes ont une vie assez animée. 68% des contenus d'Instagram diffusent des stéréotypes de genre, 68%. Et sur YouTube, c'est 88%. Donc voilà comment, quand on voit le lien aux réseaux sociaux, on voit bien que c'est extrêmement important et grave. Alors, un quart des 25-34 ans pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Donc, je pense que le CIDF connaît ça. 37% des femmes se disent avoir vécu une situation de non-consentement, un chiffre qui grimpe à 50% chez les 25-34 ans. Donc, c'est quand même extrêmement alarmant. Alors, dans le milieu du travail, bien sûr, un homme sur 5 de moins de 35 ans considère que c'est normal de gagner moins quand on est une femme à poste égal. 1 sur 5, hein, quand même. Et puis, 8 femmes sur 10 sont confrontées à des attitudes sexistes, à un besoin de légitimité. Et selon l'HCE, toujours, 77% des Français notent une différence de traitement entre femmes et hommes au travail. 24% des femmes sont moins bien payées que les hommes à poste égal. Donc 24%, ça n'est pas un chiffre-là, ça commence à être très significatif. Alors, pour réfléchir à cette question, les invités sont bien placés puisque nous avons donc Diane Bell. Bonjour Diane. Bonsoir. Alors, vous êtes past présidente de la Jeune Chambre économique et donc vous allez nous dire, cette Jeune Chambre économique, on verra tout à l'heure son rôle et puis finalement le regard que vous avez porté sur cette question du sexisme avec tous les jeunes de la Jeune Chambre qui ont moins de 37, 40. 40. Moi, ça a poussé un peu, moins de 40. Ok, ça avance. Ensuite, nous avons Béatrice Bertrand. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir. Et directrice du CIDF du Gard, Oui. un centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Nous verrons aussi quelle est votre activité. Lise Janin, présidente de Femmes Chefs d'entreprise Gard, FCE. Bonsoir. Bien connue. Merci. Et ensuite, Cindy Le Fallait, qui est fondatrice et directrice de Envie de Sens. Et vous êtes fondatrice de Envol. Bonsoir, c'est ça. Bonsoir et bienvenue à toutes. Et enfin, Martine Tiberino-Champ, présidente de l'APESA
France nationale, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc l'APESA qui apporte une aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Et je suppose qu'il y en a beaucoup. Malheureusement. Malheureusement, donc la période veut ça. Et il est important que justement chacune de vous nous dise un peu d'abord, dans un premier tour de table, ce que le rôle de vos associations. Je vais commencer, puisqu'on parle des jeunes, je vais commencer par Diane Bell. Diane, alors la Jeune Chambre économique, son rôle? Alors, son rôle, c'est de former des jeunes à la prise de responsabilité dans la société par l'action pour améliorer le territoire. Donc, ça va être des actions sociales, environnementales, qui souvent luttent contre les inégalités de toutes sortes. Donc, s'impliquer dans le développement du territoire, s'impliquer socialement ou dans quel que soit le mode d'implication. Ce sont des jeunes qui entrent avant 40 ans, je veux dire, pardon, oui. Et qui font partie de commissions, c'est ça? Oui, on a des commissions de travail, donc on a 3 ou 4 actions par an sur des thèmes spécifiques et qui respectent les objectifs de développement durable de l'ONU. Voilà. Donc on retrouve du coup les inégalités hommes-femmes. Exactement, vous nous direz tout à l'heure un peu le regard qui est porté là-dessus. Béatrice Bertrand, même si on connaît le CIDF, mais c'est bien quand même de donner votre activité. Oui, tout à fait. Donc, le CIDF est un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation pour tout le public, mais prioritairement les femmes, où on va les aider à avoir des informations juridiques, où on va les aider à apprendre le français, où on va les aider à revenir vers l'emploi et la formation. Et ensuite, la moitié de l'activité de notre association est réservée à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà, et vous nous direz tout à l'heure justement si ça persiste et si cette étude de l'Observatoire est bonne. Alors ensuite, Lise Janin, la FCE Gare. Oui, tout à fait. Donc l'objectif de l'association et plus particulièrement de la délégation, c'est assurer la promotion de la femme au niveau économique sur le territoire, qu'elle puisse prendre place dans la société, qu'elle puisse s'investir au travers de mandats ou toute forme de représentation économique. Vous avez, je crois, à cœur à FCE, les femmes chefs d'entreprise, de pousser les femmes à prendre des rôles représentatifs dans des institutions. Tout à fait. En plus de leur rôle de chef d'entreprise. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de prendre place dans l'activité économique. Donc, un petit peu comme la Jeune Chambre, hein, être présente bien là où les décisions se prennent, avoir un impact, que nos actes puissent avoir un impact au niveau du territoire. Vous nous direz tout à l'heure si le sexisme est toujours présent quand c'est une femme chef d'entreprise. Cindy Le Fallère, fondatrice et directrice d'Envie de Sens. Alors, Envie de Sens? Alors, Envie de Sens, c'est une société à mission dont la raison d'être est de contribuer à prévenir ou rompre l'isolement relationnel des personnes qui sont fragilisées par le grand âge, une maladie ou un handicap. Et en fait, pour ce faire, on essaye de travailler sur l'innovation sociale en mobilisant les collaborateurs d'entreprise et en les mettant en lien avec ces personnes qui sont souvent en isolement relationnel autour de projets de sensibilisation à l'usage de l'eau, puisque je suis nageuse aussi. Et ces ateliers sont pour les enfants de l'éducation nationale. J'ai cru comprendre que vous étiez très bonne nageuse. Ouais, j'ai tenté de traverser la Manche à la nage. Voilà, juste ça. Et donc, pour les entreprises que vous arrivez à mobiliser, ça rentre dans la RSE? Ouais, ça rentre dans les politiques RSE, donc que ce soit le côté environnemental avec cette sensibilisation à l'usage de l'eau et à la préservation des océans, et aussi un gros volet social où là on essaye de changer de paradigme concernant les structures puisqu'elles ont un manque de personnel, un manque de moyens, beaucoup de turnover, donc du coup des difficultés à permettre aux personnes qui sont accueillies de se sentir vivantes et d'exister au sein de la vie de la cité. Et là, on va chercher du coup les collaborateurs, grâce notamment à des conférences impactantes qui permettent de leur donner du sens à cette action, pour leur dire, vous, tout à chacun, vous pouvez avoir justement un rôle pour permettre à ces personnes de se sentir exister. Merci, c'est ambitieux et intéressant. Vous nous direz aussi si vous êtes confronté à des questions de sexisme dans les relations que vous avez et dans les gens qui participent à ces actions de RSE.
Et Martine Tiberino-Champ, donc pour vous, APESA France, vous étiez vice-présidente, vous êtes devenue présidente récemment. D'abord, félicitations, enfin récemment, ça commence à... 27 février, non, c'est Voilà, récent. donc voilà. C'est récent. Et donc, d'abord, félicitations. C'est intéressant qu'une gardoise ait un rôle national, hein, c'est rare. Et ensuite, donc l'aide psychologique aux entrepreneurs et entrepreneurs, Oui, c'est en souffrance. en souffrance aiguë. Vous intervenez comment? Alors, j'ai créé l'APESA 30 parce que je suis juge et présidente de chambre au tribunal de commerce. Et c'est lors d'une audience où j'ai trouvé une dame qui, je pensais, allait se suicider, que, ayant découvert APESA, j'ai créé en 2019 cette association. Donc, on a des sentinelles qui sont réparties dans le département et qui détectent des personnes qui vont mal. Et ensuite, on a tout un dispositif de psychologues à Nantes qui, dans les 22 minutes, prennent attache avec ces personnes. Et ensuite, après un diagnostic d'1 heure, on redescend chez nous et nous offrons 5 séances de psychothérapie aux personnes en difficulté. Le coût d'une vie est de 425 €, puisqu'on est une association sans moyens. Oui. Et donc, on va tout le temps chercher des fonds pour aider les entrepreneurs. À titre d'exemple, en 2022, on avait détecté 12 personnes. En 2023, on était 33. Et je pense que 2024 va être encore pire parce que la semaine dernière, j'ai prononcé la liquidation de 17 entreprises. Donc, Alors, ça va être exponentiel, je pense, à l'échelon national. bien sûr. Et là, vous êtes au cœur justement de ce moment critique, hein, où l'entreprise est dissoute et où les gens voient un projet comme ça personnel chuter. Et c'est extrêmement important qu'ils puissent avoir de l'aide. Alors, cette aide psychologique, c'est facile de convaincre les chefs d'entreprise? Il faut savoir que quelqu'un qui est en souffrance, quand on fait une fiche alerte, chaque fois, je leur dis, je vais vous poser des questions que je trouve intrusives, que j'aimerais pas qu'on me pose. Et en fait, les gens sont tellement mal que je leur demanderai leur code bancaire et ils me le donneraient de la même façon. Et ils me disent, mais je pouvais tout vous dire. Et je leur pose des questions quand même sur leur couple, parce que le conjoint aidant et soutenant, c'est très important dans l'aide de l'entrepreneur. Et puis, pour des gens, c'est tout un pan de leur vie qui s'effondre. C'est des histoires de famille qui s'effondrent. Et moi, je ne pouvais pas rester avec ma robe de juge, insensible face à leur détresse. Impossible de voir ça sans essayer de faire quelque chose. C'est le combat de ma vie. C'est magnifique. J'ai pas honte de le dire, c'est le combat de ma vie. C'est magnifique. En tous les cas, bravo. Est-ce que dans votre activité, justement, Martine, vous voyez une différence homme-femme? Alors, déjà, les femmes passent moins à l'acte que les hommes parce qu'elles ont une faculté de résilience, je trouve, et elles se laissent moins abattre parce qu'elles ont ce sentiment de ne pas lâcher vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de... Ouais. Voilà. Je pense que après, vous parlez au niveau du sexisme, moi, je ne le vois pas à ce niveau. Hein. Bien sûr, non, c'est pour ça. Mais Ouais. est-ce qu'il y a un comportement un peu différent? Est-ce qu'un homme, par exemple, va avoir plus de mal Ouais. à accepter la psychothérapie? Est-ce que voilà, parce Ben, que là, quand vous dites en souffrance, J'ai plus d'hommes à traiter que de femmes. Les femmes vont pleurer un bon coup et elles vont donner un coup de pied au fond et elles vont remonter. Moi, je pense qu'elles ont une faculté de rebond qui est différente des hommes parce que voilà, elles sont voilà, il y a moins de femmes qui font appel à nous. et du coup, quand vous dites en souffrance, je voudrais être sûre d'avoir compris, c'est des gens qui risquent de passer à l'acte Oui, pour un suicide. oui, On parle de ça. oui, Voilà, donc c'est important de savoir Oui. que c'est vraiment un moment critique. oui. Alors justement, au CIDF, est-ce que des gens, Béatrice Bertrand, est-ce que des femmes viennent vous voir dans un cadre comme ça, une entreprise qui fait faillite, hein? Est-ce qu'il y a ce genre de pont
qui peut se faire? Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que prioritairement au CIDF, on va rencontrer des femmes qui sont victimes de violences. Oui, Alors, toute forme de violence sexiste et sexuelle, et majoritairement des femmes victimes de violences conjugales. dans le couple. Voilà, où là, on va leur proposer un accompagnement, un suivi juridique, psychologique, jusqu'à ce qu'elles sortent de toutes les problématiques qu'elles ont eues. Donc oui, effectivement, nous, le sexisme, on le voit au quotidien et on voit aussi les dégâts qu'il peut faire, notamment chez les jeunes, au travers de travail que l'on fait en direction des jeunes, puisqu'on a tout un programme où on intervient dans les établissements scolaires dès la maternelle pour travailler justement sur la prévention C'est de ces intéressant. comportements sexistes et de cette lutte contre les stéréotypes. Donc, vous arrivez dès la maternelle à mobiliser des jeunes, à leur faire prendre conscience qu'on ne dit pas ne pleure pas, tu n'es pas une fille. C'est ça. Et il y a une petite fille qu'elle peut utiliser toute la cour de récréation et qu'elle peut jouer au foot. Et inversement, un garçon Oui. peut jouer à la poupée. Bien sûr. Et on se rend compte déjà en maternelle qu'il y a déjà des choses qui sont construites. Mais Oui. en même temps, ils sont encore perméables. Et là, vraiment, on peut travailler, mais pas seul. Il faut vraiment qu'on ait l'éducation nationale à nos côtés et tous les acteurs qui interviennent sur cette question-là. Alors, Béatrice, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui viennent vous voir? On a des Parce jeunes que couples. depuis le temps qu'on parle du sexisme, on dit que c'est résolu, quoi. Hein, c'est chez les jeunes couples. Non. On a des jeunes couples et malheureusement, les statistiques nous indiquent que c'est chez les jeunes 15-24 ans qu'on a le plus de violences et psychologiques et physiques et sexuelles. Donc c'est vraiment un moment à risque et c'est pour ça qu'on a aussi ce gros travail de prévention en direction des jeunes en leur disant attention. Il y a des signaux faibles aussi, et de se dire à un moment donné, dans le couple, il y a des choses qui vont pas. Quand on contrôle le téléphone, quand on contrôle les vêtements, Le mail. quand il y a les bousculades, quand on met un logiciel espion dans l'ordinateur ou dans le téléphone, il y a des problèmes, il y a des questions qu'il faut se poser, et surtout, il y a des réponses et il y a des accompagnements possibles. Est-ce que vous accompagnez dans le temps les Oui. gens? Oui, Tout vous les à fait. accompagnez dans le temps. On peut les accompagner 6 mois, 1 an, 2 ans. On ne fait pas à la place de la personne, mais on va vraiment accompagner la demande. Alors, dans la maison d'accueil qui a été créée, est-ce que des jeunes ont accès à cette maison d'accueil? Vous en avez eu besoin? La maison des femmes? Oui. Oui, alors la maison des femmes actuellement au CHU de Carremo est en expérimentation et elle va ouvrir vraisemblablement définitivement au mois de septembre prochain, une fois qu'on aura fait les travaux. Mais déjà, on accueille le public, on accueille les jeunes femmes qui sont en souffrance et on leur propose une aide qui correspond à leurs besoins. Bon, c'est important, effectivement, on reviendra vers vous. Bien Alors, sûr. Diane Bell, à la Jeune Chambre, est-ce qu'il y a eu des commissions qui se sont attachées à cette question-là? Ou est-ce que vous avez vu aussi des comportements sexistes à l'intérieur des commissions, avec un homme qui prend le leadership, ou c'est plutôt un public un peu sensibilisé à l'écoute? Donc, à la Jeune Chambre, je pense qu'on est dans un environnement très privilégié puisque les personnes viennent de tous horizons, donc hommes, femmes, âge. Donc, entre 18 et 40, c'est assez... il y a 2-3 générations. Tout métier confondu. Et donc, les personnes sont avant tout donc, des bénévoles, adhérentes et adhérents, qui vont se réunir autour d'une même cause et donc prendre un sujet à bras-le-corps et y travailler. Ouais. Donc, chez nous, on est plutôt privilégiés. Il n'y a pas trop de problèmes de sexisme aujourd'hui. Par exemple, la présidente nationale est une présidente. L'an dernier, c'était un homme. À Montpellier, sur les 5 dernières années, c'est 4 présidentes, 1 président. Donc, nous, on respecte la parité et l'égalité à fond. Mais cela n'a pas toujours été le cas, puisque c'est une association qui date d'après-guerre. Et donc, évidemment, on a connu des situations où la Jeune Chambre s'était tenue par des hommes. Plus complexe. Et donc, pour vous donner une idée d'action qu'on a fait récemment, par exemple sur le territoire de Montpellier,
C'est une action qui visait en fait à favoriser le droit des personnes dans la rue, mais en premier des femmes, à l'accès notamment à l'hygiène. Oui. Puisque y a beaucoup de violences pour les personnes qui sont Dans la rue. sans abri notamment. Et donc on a voulu à la base faire une action pour que ces femmes-là puissent avoir accès via une application qui s'appelle Pratique à un lieu pour être en sécurité, se doucher, avoir des moyens d'hygiène, etc. Et puis par la suite, en développant l'appli, on l'a ouvert à tout le monde. Donc évidemment que ce sont des causes qui nous intéressent à la Jeune Chambre économique, que ça soit sur le territoire occitan ou dans toute la France. Et je rappelle aussi que la Jeune Chambre, c'est européen et international. Donc il y a Bien des sûr. associations dans le monde entier. Donc tous ces sujets-là font écho. Et évidemment que nous n'avons pas les mêmes problématiques en Afrique, en Europe, en France ou même Bien sûr. dans d'autres pays de l'Europe. Bien sûr. Alors, dans les CDF, est-ce que quand vous êtes confronté à de la violence chez des jeunes couples, il y a un effet de niveau d'intellectuel, de niveau social, où ça touche tout le monde? Alors, Je pose une question stupide, mais c'est Non, pour non, avoir c'est pas- la réponse. Non, c'est pas une question stupide. Là aussi, on peut être dans les stéréotypes et les préjugés. Non, les violences faites aux femmes, ça touche toutes les couches de la société. Et j'allais dire, c'est encore plus difficile quand on a des femmes dans les hautes sphères pour qu'elles puissent se libérer par la parole. Et c'est très, très, très compliqué pour elles. Mais les violences, ça touche tout le monde et ça touche une femme sur 10 en Alors, France actuellement. C'est ça, c'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est Donc énorme. là, dans la salle, il y en a deux, il y en a trois. Oui. Donc, Les chiffres sont terribles. On pense même qu'ils sont sous-estimés. Actuellement, on estime qu'en France, on a 240 000 femmes victimes de violences. ouais, c'est énorme. C'est vraiment Je énorme. pense qu'il doit y avoir de la rétention. Elles ne veulent pas avouer tout de suite. Il faut vraiment que ça arrive à un palier. Vous parliez de signaux faibles. Je suppose qu'on vous consulte peu avec des signaux faibles. Alors, ça va dépendre des personnes. On a tout un niveau à partir duquel on ne peut plus accepter les violences. Voilà, c'est Il y a ça. une femme qui va agir dès la première bousculade, dès la première gifle. Et à contrario, on va avoir des femmes qui ont vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans de violence. Et à un moment donné, elles disent « stop, ça suffit ». Mais effectivement, avec les mouvements MeToo, on a vraiment permis la libération de la parole parce que c'est devenu vraiment un enjeu de société. Il y a une parole, il y a aussi un arsenal juridique d'éloignement, quand même, Oui, et un numéro d'urgence, oui, le 3919. important de le donner. Tout à fait. Et il y a vraiment, effectivement, le pouvoir législatif s'est emparé de cette question-là. En 4 ans, on a eu plus de 5 lois, et 5 lois très, très, très importantes. Donc, ça a vraiment aidé aussi à la libération de la parole, mais pas seulement. Ouais. Ça a libéré aussi l'écoute, parce que ça nous a permis aussi de former les professionnels, et en premier lieu, les policiers et les gendarmes qui doivent recevoir les plaintes. Ça, c'est très important. Et ça, c'est très, ouais. très important. C'est fondamental parce que c'est grâce à ce démarrage du dépôt de plainte que le parcours judiciaire va pouvoir s'enclencher. Donc, c'est tout à fait fondamental. Et je voudrais demander à Lise Janin, justement, si chez les femmes chefs d'entreprise, comment elles abordent cette question-là, si elles voient à l'intérieur... À l'information et à la formation, à la participation active pour être présente, mettre en valeur la parole des femmes. Et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, puisque je dirige un CFA. Donc, Ouais. je vis avec des jeunes gens toute l'année et je suis sidérée de cette libéralisation de la parole chez les jeunes femmes et qui viennent me voir sur des choses qui les heurtent, alors que toutes celles qui ont plus de 31 ans trouveraient ça quasiment normal. Et sur cette jeune génération, il y a vraiment une prise de conscience et une verbalisation de ce qu'elles ne souhaitent pas et des choses qui peuvent nous paraître insignifiantes. Une main sur l'épaule un peu paternaliste,
Et eh bien, elle le signifie, elle vient de me voir en me disant, ben moi, madame, dans ma relation au travail, je ne le veux pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment, je ne sais pas si c'est l'arsenal juridique qui met en avant tout ça, mais en tout cas, je trouve que sur la jeune génération, elles s'autorisent à dire ce qu'elles ne veulent pas, et je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Exactement. D'ailleurs, pour les hommes de moins de 24-35 ans, ils sont convaincus, certains, hein, donc sont convaincus, 59%, qu'il n'est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste. Mais tout à fait. Et donc, c'est cette balance-là qui Oui, est à trouver, cet Tout à équilibre. fait. Tout à fait. Et je pense que la drague, en tout cas dans l'école, ce sont des adolescents, hein, donc ça fait partie du cycle de la vie. Bien sûr. Je vois également que leur rapport amoureux ou la séduction a évolué. Ils ne se draguent plus de la même façon. Exactement. Et donc là, effectivement, chez les jeunes du CFA, chez les femmes chefs d'entreprise, est-ce qu'elles sont vigilantes globalement à cette question-là chez leurs salariés, par exemple? J'ai envie de vous dire que oui, en tout cas, l'écoute est active. Nous sommes sensibles à toute forme de violence de quelque nature que ce soit. Et au-delà de ça, je crois que tout le travail de sensibilisation des associations, bien le travail de formation porte aussi ses fruits. Et nous aussi, peut-être qu'en tant que chef, on a un regard qui est devenu différent. Oui. On détecte peut-être les choses différemment. On oriente. Alors qu'avant, on aurait peut-être pris l'information avec émotion sans trop savoir qu'en faire. Wow. Alors que maintenant, on sait quand même à qui s'adresser et comment vous interpeller. Il y a des outils d'analyse, il y a des outils aussi pour agir, il y a Oui. beaucoup d'outils. Et puis, on est en lien avec les partenaires du territoire, les référents égalité hommes-femmes, vous. Oui. Donc, on est en lien. Est-ce que le plafond de verre perdure? Je trouve que c'est mieux. Il y a encore, je crois qu'on est quand même encore notre principal ennemi. Hein, le syndrome de l'imposteur, c'est quand même nous qui nous mettons les barrières. J'ai l'impression qu'il y a certainement encore du travail à faire, mais les mentalités évoluent. Il me semble que nous, on doit encore progresser, y aller, foncer. C'est pas toujours évident. Vous êtes en train de nous dire qu'une femme chef se sente pas forcément légitime à la place où elle est. Ah, j'en suis certaine. J'ai l'impression qu'on prépare encore bien, qu'on sécurise tout, qu'on balise tout. Je pense qu'on a une gestion de nos entreprises qui est différente. Toi, tu les vois Alors à la justement, fin, mais Martine, j'ai l'impression qu'on est très sérieuse. vous voyez ça? Moi, je vais vous parler de mon syndrome de l'imposteur. Quand même. Oui, voilà, Et les dites-nous moments tout de là. légitimité. Comme présidente déjà. Ouais. Alors, ben voilà, mais je vais vous raconter parce que ça a été très, très bizarre ce qui m'est arrivé. Donc, j'étais vice-présidente nationale et donc légitime pour être présidente nationale. Théoriquement. Ouais, théoriquement. Donc, quand mon président a dit qu'il allait arrêter pour des raisons de santé, il y a eu un tour de table au conseil d'administration. Et alors, qui prend non, 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 moi, je ne bouge pas. Bon. On laisse passer 15 jours. Et puis, 2 hommes viennent me voir. Ils sont à Paris, mais ils m'appellent, ils me disent, écoute, Martine, on a réfléchi, c'est toi qui dois y aller. Ah non, 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 oh non, je peux pas. Mais pourquoi? Ah, mais parce que je peux pas. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais je l'ai verbalisé, hein. Et puis parce que je suis pas légitime. Comment tu n'es pas légitime? Tu es vice-présidente, tu es légitime. Ok. Donc vous me dites que j'y vais. Ouais. Ben tu y vas. Et donc là, il fallait que je gagne une élection parce que c'était très politique. Parce qu'en fait, s'intéresser à la santé du dirigeant, il y a des personnes qui s'en emparent maintenant parce que ça fait bien. Oui. Et là, je dis, écoutez, on y va. Et j'ai dit, maintenant, on y va à ma façon et on va gagner l'élection. Et là, je suis partie en mode combattante. Mais au départ, on est toutes pareilles, on en parlait avant, on a ce problème de légitimité. On ne va pas lever le doigt. Après, on est élu. Mais il faut vraiment qu'on nous pousse parce qu'on n'a pas non plus... Vous savez, j'étais
11 ans vice-présidente de la Chambre de commerce de Nîmes et j'avais créé Vous avez créé Cœur de Nîmes. Oui, j'ai créé Cœur de Nîmes. Voilà. Oui, Je sais tout. Ah, moi. vous êtes au courant? Ah, mais je sais J'ai tout. créé moi. Cœur de Nîmes et j'ai créé un concours qui s'appelait Les Exceptionnels. Et j'avais trouvé un super trophée que m'avait fait un orfèvre et j'allais chercher des femmes pour qu'elles participent à ce concours. Eh bien, figurez-vous qu'il a fallu que j'aille les chercher. Elles ne venaient pas d'elles-mêmes. Elles me disaient, mais je ne suis pas exceptionnelle, moi. Mais j'ai dit, mais si, vous êtes exceptionnelle. Il y avait une fille, elle était ingénieure, elle avait fait du travail dans le nucléaire. Enfin, c'était une pépite. Ah non, mais moi, je ne peux pas. Et en fait, alors que j'aurais fait ce concours pour les hommes, ils auraient candidaté tous. Hein. Mais voilà, on a ce problème, nous, les femmes, de jamais être à la bonne... Enfin, de jamais se sentir à la bonne place. Enfin, c'est mon opinion de vieille, parce que je suis la plus âgée sur ce plateau. Et voilà. Alors, Cindy, je voudrais que vous nous disiez, vous avez été formatrice, enseignante aussi. Donc, ce sexisme chez les jeunes, d'abord, quel a été votre premier, comme ça, l'impression que vous en avez gardé? Est-ce que c'est toujours là? Alors, moi, je ne l'ai pas trop rencontré professionnellement. Je pense qu'en même temps, par l'énergie que je leur amène sur l'illustration de mes défis, sur les projets que je mets en place, du coup, je pense qu'ils n'osent pas trop partir sur ce sujet. Nager derrière vous. Voilà, Non, c'est ça. elle nage trop vite. Par contre, je ne pensais pas me retrouver à penser à ça et à parler de ça ce soir. Quand on en est arrivé tout à l'heure, je disais, je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir dire sur le sujet parce que je ne l'ai pas trop rencontré. Et en fait, si, c'est en écoutant ce que vous disiez, à un moment donné, la violence, ça touche tout le monde. Et en effet, ça touche tout le monde, même quand on tente de traverser la Manche à la nage, même quand on a un caractère fort, même quand on est dynamique. Et du coup, ce que Béatrice disait m'a complètement fait écho, puisque juste au moment du départ de ma préparation pour la traversée de la Manche, j'ai laissé entrer dans ma vie une connaissance qui essayait ardemment de se greffer à mon environnement proche depuis de nombreux mois. Et puis cette connaissance s'est transformée en épouvantard. Je ne sais pas si vous connaissez la saga Harry Potter. L'épouvantard, c'est une immense spectre noir qui se nourrit de vos couleurs pour les transformer en angoisse et vous terroriser. Et en fait, sauf que moi, à l'instar de la saga Harry Potter, c'était quelqu'un de constitué de chair et d'os qui a réussi insidieusement, petit à petit, à annihiler mon environnement, mes projets et moi avec, pour lui exister. Voilà. Et j'ai échoué dans la Manche au bout de 6h26 parce que je n'avais pas mon environnement, parce que je ne pouvais plus mettre en place mes projets comme je voulais les mettre en place. Et ça a été compliqué de partir. Mais une fois que j'ai réussi à m'en sauver, en tout cas physiquement, la reconstruction est passée justement par l'envie de créer envie de sens et de trouver du sens dans ce que j'avais vécu et de me dire, il est hors de question que je reste dans cette obscurité. Et je suis partie dans cette quête pendant 1 an et demi de me dire, je veux transformer cette obscurité en quelque chose de lumineux et un projet qui sert. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma conférence. C'est magnifique. Je ne sais pas si c'est magnifique, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai essayé de m'en sortir et je suis heureuse quand maintenant je reçois des commentaires justement de femmes ou d'hommes qui ont vécu ce genre de relations toxiques et qui voient le TEDx qui est sorti il n'y a même pas une semaine et qui me disent waouh, merci en fait parce que ça nous parle, ça nous fait écho. Et ça donne espoir. Donc, j'ai peut-être pas rencontré ce genre de personnage dans mon milieu professionnel, mais en tout cas, dans mon environnement proche. Vous êtes en train de nous dire, Cindy, que personne n'est à l'abri, c'est-à-dire que quelqu'un peut rentrer par la petite porte et puis finalement prendre la main et vous avez la personne qui est la cible perd son énergie, perd ses moyens jusqu'à se ressaisir. Complètement. Et puis en plus, moi, mon environnement ne comprenait pas. Il me dit, mais toi, t'as la patate, t'as un caractère fort. Ouais, mais non, en fait, juste, j'aime pas le conflit, je suis empathique et je fais passer les autres avant moi. Donc en fait, je suis le profil idéal. Donc c'est vrai que l'environnement ne comprend pas. Puis après, c'est eux qui s'en rendent compte. Une fois que les choses se mettent en place, donc ils mettent en alerte. Mais quand on est piégé, on est piégé. Et c'est incompréhensible. Très difficile le mécanisme de s'en sortir. Tu dis, mais c'est pas possible. Et en fait, non, tu restes piégé là-dedans, quoi. Est-ce qu'il y a sûrement un peu de culpabilité de s'être laissé piéger et de ne pas être sorti tout de suite? Ouais, carrément. Un peu, hein? C'est difficile. Mais ouais, c'est difficile. En fait, moi, j'ai arrêté de culpabiliser quand je me suis dit que c'était OK. C'est ce que j'avais besoin de vivre à un moment donné. Béatrice disait, on a besoin d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable d'accepter. Oui. Et c'était exactement ça. Il a fallu aller jusqu'au bout du bout de ce que j'étais capable d'accepter pour dire stop
Et puis du coup de me dire, hors de question que ce soit quelque chose de négatif. Il faut reconstruire ça en quelque chose de positif. Voilà, l'image, c'est on arrive au fond de la piscine et on tape et on remonte. C'est ça, sauf que je nage en mer, alors le fond, il est profond. C'était un peu trop. C'est pour ça qu'il ne faut pas nager dans la Manche, rester en piscine. On en sort plus vite. Alors, envie de sens. Comment c'est arrivé cette idée? En fait, parce que je côtoyais des personnes polyhandicapées, j'ai été enseignante en activité physique adaptée dans des structures collectives et je voyais bien qu'ils ne vivaient pas en fait. Ils peuvent pas sortir comme ils veulent, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'il faut attendre leur tour, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, etc. Et donc j'avais commencé par le biais de mon association En Vol à créer des actions sportives inclusives pour créer du lien. Je formais aussi à côté des futurs travailleurs sociaux à créer des projets d'innovation en termes d'animation à la vie sociale de ces personnes. Et l'important, c'est qu'on n'en fasse pas des gens qui attendent que ça passe, quoi. Qu'ils aient des projets qui puissent se mobiliser. Faut pas qu'ils attendent la mort. Il y a des personnes qui te disent j'attends la mort. Ah bah super, voilà. C'est bien pas ça. la vie. Et auprès des actions de sensibilisation que je faisais, notamment on en parlait, de l'association Différents comme tout le monde avec Marie-Hélène Delon, je me suis dit, je sais faire plein de choses, je sais fédérer les gens, je sais faire des événements, je forme des gens, hop, on mixe tout, et puis il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai la chance d'avoir notamment Veolia Eau, par le biais d'Olivier Sarlat, qui est sur la région sud. Très belle personne. Lui et son équipe sont juste fantastiques, et qui donc m'accompagnent sur ce premier projet éco-solidaire qu'on va réaliser donc au mois de mai, le 14 mai, et qui va justement permettre de mettre en lien les collaborateurs de Veolia avec des personnes qui vivent en structure collective pour les amener à créer du lien. Et les personnes qui sont en structure co-animeront avec les collaborateurs de Veolia. Quand vous parlez de structure collective, c'est en EHPAD? Pas que. Établissement qui accueille aussi des enfants et des adultes en situation de handicap, tous et les quel que âges. Soit le handicap. D'accord, tous les âges. Voilà. Psychique aussi. Toutes les formes de handicap. Psychique. Voilà. Et okay. l'idée, c'est du coup que ces personnes, elles aient un rôle. Et donc, elles co-animent des ateliers de sensibilisation à l'usage de l'eau pour des enfants de CM1 et CM2. Très beau projet. En tous les cas, c'est une très belle idée. Le résultat sur ces personnes-là? Ah, mais c'est magique. En fait, je pense que l'idée, c'est qu'à la base, on fait ça pour les personnes qui sont accompagnées en structure. Mais ceux qui en ont le plus, qui en profitent le plus, ce sont les collaborateurs qui ressortent. Ils sont heureux, ils voient l'impact de ce qu'ils ont pu réaliser. Ça les motive complètement, en fait, aussi. Surtout qu'ils voient concrètement, ils ont fait quelque chose et ils voient par les sourires, par le partage, que leur action a vraiment un impact, en fait. D'accord. Alors, votre prochaine étape sur Envie de sens, on a compris que là, ça fonctionne. Vous avez de beaux projets. Vous avez l'intention de continuer à créer des projets? Dites-nous ce que vous avez dans les tuyaux là, qui arrivent. Alors, j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois, je vois toujours plus grand. Je crois que quand j'arrive maintenant, sûre. Je vais voir les gens, j'ai une idée. Là, on me dit, oh mon Dieu. Donc, je ne peux pas encore trop parler du projet que j'ai en tête pour 2025, puisqu'on l'annoncera dans 2 mois. C'est encore trop tôt. Mais l'idée, c'est de vraiment... En fait, ce qui va se passer sur le Narbonnais, c'est d'en tirer les conclusions, d'analyser, de voir ce qui ne marche pas, ce qu'on peut améliorer, pour le reproduire et à terme, de trouver un moyen, peut-être un outil numérique ou autre, mais pour que le lien social se garde, en fait. Donc, que ce ne soit pas juste un one-shot, on crée un événement, coucou, c'est sympa, on s'est vu et on ne se voit plus, mais qu'en fait, à partir de l'événement, sur une année, en attendant qu'on le refasse, le lien se... Alors justement, vous travaillez, vous faites de ces salariés d'entreprise mécènes des médiateurs, finalement. Il y a plus d'hommes ou de femmes? Par exemple, on a fait... un blanc. Franchement, je sais pas. Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est un sujet qui touche tout le monde. Oui. Là, quand on a fait justement la présentation de l'événement auprès des collaborateurs de Veolia à Narbonne, il y avait peut-être autant d'hommes que de femmes, je pense. Et chacun était aussi ému par le projet et on sentait cette envie, en fait, de faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Finalement, dans les projets constructeurs comme ça, et je vais demander à chacune de vous de réagir après, si on propose quelque chose, on voit que ça anime les gens. Je crois qu'il faut réussir à faire en sorte que c'est du sens pour les gens. Voilà. Donc, il y a eu du coup d'aller chercher chaque individualité par rapport à sa sensibilité, à son histoire. Et c'est ainsi qu'on match sur ce genre de projet. Donc, la disponibilité du cas par cas. Ah bah ouais, ça se voit en regardant les gens, on sait comment leur parler. Il a tout dit. Hein. Ah, oui. Donc, du cas par cas à chaque fois.
en fait, on propose quelque chose de général, mais ensuite, pour pouvoir mobiliser les gens, je pense qu'il faut leur dire, toi, à ta mesure, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Ouais. Martine, vous confirmez ça, que c'est important de faire du cas par cas quand même? Là, vous avez 5 locomotives. Hein. Vraiment? Ah ben, vous avez 5 locomotives. C'est-à-dire que, en fait, si on amène justement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant la fin du plateau, il faut avoir bâti un projet nouveau. Débrouillez-vous, réfléchissez. Ça, on ne nous l'avait pas dit, ça. Non, mais en fait, je crois que quand on est enthousiaste, comme l'est Cindy, je comme pense vous l'êtes toutes d'ailleurs. On peut déplacer des montagnes et il suffit que les gens nous suivent. Et puis voilà, je pense qu'on est des locomotives et qu'on s'est fédérés. Ouais. Sinon, je pense qu'on ne serait pas là. Je suis certaine, oui, c'est vrai. Au poste qu'on a. Et c'est alors, pour faire ça, Lise Janin, il faut sortir de soi? Moi, je crois que c'est une multitude de petits projets qui font qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à porter la parole, à donner envie aux autres de nous rejoindre. Moi, je vois là sur ce mois de mars, au-delà de la symbolique du 8 mars, bien on est présente auprès de 100 000 entrepreneurs pour intervenir dans les lycées, pour avoir un échange de pratiques sur ce qui est dirigé au féminin. Est-ce qu'il y a des différences en matière de management, de gestion d'équipe? Je vais mardi prochain sur Toulouse pour que le Gard soit présent au niveau de l'Occitanie sur un challenge qui a été créé qui veut être entrepreneur voilà, il y a pour tout essayer de donner à des gens qui n'ont pas les réseaux, les façons, le culot d'entreprendre. Exactement. Qu'est-ce qu'un réseau? Comment se construit un réseau? Nous intervenons aussi dans les écoles d'ingénieurs. Je pense notamment sur les mines d'Alès, où on fait du mentorat. Pour il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes à mines Alès. Et ça va venir. Il y a des progrès à avoir. Celles qui sont là, en tout cas, sont brillantes. Ouais. Et ils sont tous brillants. Si on peut leur faire gagner quelques mois ou si on peut réduire ce fameux syndrome de l'imposteur. C'est très important. Si on peut dégager cette énergie positive pour les faire avancer, non pas plus vite, mais un tout petit peu mieux, c'est tous ces petits projets-là qui feront que l'on n'aura plus à discuter de ce sujet-là. Alors, il y a un management au féminin? Oh, je crois. Alors, je crois que j'ai une pratique managériale, que mes collègues ont une pratique managériale un petit peu différente. L'exigence est évidemment la même, mais je crois qu'on partage par moments certaines difficultés où on a été confronté. Moi, je trouve que j'ai une écoute au-delà de la bienveillance qui se vulgarise un petit peu, mais cette exemplarité de dire si tu as besoin, si c'est important pour toi que ton enfant aille chez l'orthophoniste, on peut s'arranger entre nous pour que tu puisses avoir ce temps nécessaire et pas te mettre à l'envers à courir partout. Voilà, des petites choses comme ça où l'agent d'entretien essayer de faire en sorte qu'il puisse travailler sur un temps de travail comme le nôtre, parce que c'est certainement le salaire le plus bas, et que faire garder ses enfants quand on a le salaire le plus bas, c'est juste pas juste. Et peut-être que ce regard de femme, je dis pas qu'un homme ne peut pas l'avoir, mais peut-être que ce regard de femme fait évoluer notre pratique managériale et une sensibilité différente à l'autre. Avec une prise en compte de l'humain et de sa difficulté quotidienne, dans sa globalité de vie. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Voilà. Béatrice Bertrand, vous constatez au CIDF ce genre de comportement comme ça, un peu plus empathique quand il s'agit d'une femme, comment ça se passe? Parce que vous êtes nombreuses au CIDF aussi, finalement. Oui, bien sûr. C'est une entreprise, on veut dire, à forme associative. Tout à fait. C'est une entreprise. On a exclusivement, alors on est sous forme associative, effectivement, mais j'ai exclusivement que des professionnels. Bien sûr. C'est-à-dire des salariés. Et effectivement, le management est totalement différent. Et effectivement, tu parlais des familles, des femmes de ménage qui doivent travailler sur des horaires atypiques. Absolument. Il faut impérativement gommer ces problématiques, parce que 80% des femmes qui travaillent sur ces secteurs-là sont en famille monoparentale.
Donc, Oui. comment on fait pour la garde d'enfants? Comment on fait pour les transports? Donc, on a mis en place des actions mobilité vélo. Parce que c'est pas évident à 5 heures du matin Bien sûr. d'avoir un bus. Il faut mettre aussi en place des crèches spécifiques avec des horaires atypiques. Donc, il faut travailler sur toutes ces considérations-là pour permettre aux femmes de pouvoir travailler dignement. Lise, vous voulez intervenir? Chose aussi à laquelle je crois, c'est à l'intelligence collective. Oui, bien sûr. Et je crois que les gens, ils ont des idées, en fait, tout simplement. Et moi, je vois quand on a une problématique, ça n'enlève pas la problématique, mais juste le fait d'avoir l'intelligence de dire, est-ce que quelqu'un a une idée? Et en fait, on se rend compte, moi, dans mon CFA, eh bien, en fait, les jeunes sont tout à fait assez intelligents pour ne pas marcher sur un sol mouillé et permettre à quelqu'un de commencer un petit peu plus tard. Ouais. Il ne faut pas minimiser aussi notre capacité, nous, à trouver des solutions en interne et à solliciter les gens, parce que les gens, à partir du moment où on les sollicite, ils sont impliqués. Comme on est quand même des êtres à peu près cortiqués et intelligents, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne. Alors, Diane Bell, est-ce que ça vous donne des idées de commissions nouvelles à la jeune chambre économique? J'ai compris que c'était plutôt équilibré sur le sexisme, parce que c'est quand même un milieu de gens constructeurs, motivés, donc qui ont réfléchi à la société et à leur territoire. Ça suffit pas, mais c'est un plus. Et du coup, est-ce que ça vous donne une idée de zones à explorer que la jeune chambre n'explore pas actuellement? Donc du coup, Lise, merci pour ce chemin tout tracé, parce que je voulais quand même vous partager quelque chose que tout le monde sait, mais que quand on est seul dans son coin, on n'avance pas beaucoup, et que du coup, à la Jeune Chambre, nous, on a l'habitude de faire des actions au niveau collectif et on peut déplacer des montagnes. Donc nous avons le cadre et les moyens de mener un projet ambitieux, mesdames. Donc là, tout de suite, non. Mais vous regardez du côté là de ces dames qui sont des moteurs énormes et qui peuvent finalement à elles seules créer 15 projets pour l'année prochaine. Hein. Donc à la Jeune Chambre, on est incubateur du coup de projets citoyens. Donc évidemment que s'il y a des idées qui ressortent de ce débat, on sera les plus à même de les mettre à mon avis, ça n'est pas tombé dans l'oreille de sourde. Alors, on va voir si dans la salle, il y a une ou deux questions avant de clôturer ce plateau. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je vais demander d'attendre le micro. Allez, c'est la première qui coûte. Oui, je pensais que en fait les violences sexistes étaient surtout l'apanage d'une certaine catégorie sociale. Et là, j'ai appris que non, en fait, c'est vraiment dans toutes les catégories sociales, quoi. Oui, et ça fait partie finalement des préjugés. On pense que c'est les gens non éduqués ou très... Voilà, non, c'est pas le cas. Socio-professionnels, tous les âges également, même si on a une prédominance chez les jeunes, et notamment au moment de la grossesse. On a des pics de violence, et après on va retrouver toutes les formes de violence, hein, les violences morales, psychologiques, sexuelles, physiques, pour aller malheureusement jusqu'au féminicide. Et notre département n'est pas épargné, hein, puisque l'année dernière on a eu 3 féminicides dans le Gard, en 2022 également. Et sur toute la France, on compte 118 femmes qui sont décédées sous les coups d'un conjoint. Ça fait tous les 3 jours. Tous les 2 jours et demi qui décèdent. Ouais. Et sur les violences sexuelles, en France, on a un viol toutes les 7 minutes. Donc les chiffres sont totalement effarants. D'où l'idée vraiment de travailler sur la prévention de ces comportements violents. Et je pense que l'arsenal législatif, on l'a, mais maintenant, il faut vraiment travailler sur l'éducation de nos jeunes pour qu'ils deviennent non pas des auteurs de violences conjugales, mais des bons maris et des bons compagnons. Est-ce que vous sensibilisez, vous qui intervenez dans les écoles, là, les jeunes à ne pas tourner la tête quand ils voient un signal, à signaler justement à qui il faut qu'il y a peut-être un problème
C'est de violence. Oui, c'est très important. Donc, quand on fait nos interventions scolaires, bien évidemment, l'idée, c'est de leur dire attention, ça, vous dépassez la ligne rouge, ce n'est pas acceptable et surtout, vous pouvez vous faire aider. C'est ça le Oui, message tout aussi à fait. qu'il est important de donner à nos jeunes. Donc, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Oui, sinon, je pensais également que chez les jeunes, il y avait moins de sexisme. Je pense aux adolescents. Et vous, tout à l'heure, vous avez dit qu'en fait, c'était pareil. Que ce soit je pense aux jeunes d'une vingtaine d'années, par exemple. C'est pareil que pour les adultes. Qui veut répondre? Oui. Bah oui, là sur les jeunes, effectivement, on n'aura pas encore les résultats de tout le programme de prévention qu'on est en train de faire actuellement. Oui, c'est ça. Je pense qu'il va falloir attendre une génération, mais tout le travail qu'on fait, on est en train de semer des futures générations pour qui partager les tâches domestiques, ce sera normal. On aura l'égalité salariale, ce sera normal. Les femmes ne seront pas les seules à être dans la précarité parce qu'actuellement, 60% des personnes qui touchent le SMIC sont des femmes. Ouais. Et 70% des personnes qui sont bénéficiaires des banques alimentaires sont des femmes. Donc, c'est souvent la quadruple peine. C'est-à-dire, vous êtes seul avec les enfants, vous touchez le SMIC, vous avez un travail subi, un travail partiel subi et non pas choisi. Et par la suite, vous êtes victime de violences. Donc voilà, je ne voudrais pas être pessimiste, mais c'est toujours un combat de tous les jours. Et d'être une femme en France. Alors j'écoutais Camille Lelouch, elle était sur France 2 dimanche soir et elle a écrit un bouquin, elle écrivait à sa fille, et elle vient d'avoir un enfant, et elle disait, j'ai eu peur quand j'ai su que tu étais une petite fille. Oui, c'est ça. Donc ça m'a vraiment touchée parce que ça veut dire qu'elle aurait voulu avoir un garçon en se disant, voilà, il sera peut-être mieux dans la société, il aura plus de droits. Moins de problèmes. Voilà, donc là, ça veut dire qu'on a encore du travail à faire. Mais on a du travail à faire avec les hommes. Je pense que c'est l'affaire de tout le monde, les femmes, les hommes, et ne pas se dire on est les uns contre les autres, mais on est tous ensemble pour qu'on ait une égalité parfaite dans notre société, mais on est motivé et je pense qu'on va y réussir. Ça va arriver. Je crois qu'on a été tous surpris par le retour du sexisme en pensant qu'avec les premières sensibilisations, c'était réglé. Donc ça, on a baissé un petit peu la sensibilisation. Puis finalement, il faut garder un fil tout le temps. Donc je voudrais vous remercier. On voit bien que au niveau, on a beaucoup d'actions encore, hommes et femmes ensemble, parce que c'est un vrai problème de société qui concerne tout le monde et qui concerne le développement de notre société, le développement harmonieux de notre société. Et on voit que ça se loge au niveau de la formation, au niveau ensuite de l'emploi, ensuite du management, bien sûr dans les couples avec cette difficulté de signaler tout de suite, dans les entreprises, cet besoin de légitimité qui fait qu'on accepte aussi beaucoup de choses et régulièrement, jusqu'à, bien sûr, le paroxysme, c'est les violences et le féminicide. Donc, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le travail de ces associations est absolument important. Merci Diane Bell, past présidente de la Jeune Chambre économique, Béatrice Bertrand, directrice du CIDFF du Gard, Lise Janin, présidente de FCE Gard, Cindy Lefaller, fondatrice et directrice de Envie de Sens, et Martine Tiberino-Champ, présidente de l'APESA France. Merci à toutes d'avoir contribué à éclairer nos auditrices et nos auditeurs. Je rappelle que ce plateau sera diffusé sur Radio Aviva, sur nos ondes, sur YouTube également en vidéo, et vous pourrez le retrouver en podcast, bien entendu. Merci au Napoléon pour son accueil, au Napo, on dit ici, sinon ça fait plouc, donc je recommence. Merci au Napo, et merci mesdames, et merci à tous les participants spectateurs qui ont suivi ce plateau. À bientôt.